La loi permettait, en théorie, le changement d'échelle. Peut-être d'ailleurs était-elle perfectible. Mais derrière, ce qui a manqué, c'est l'ambition de l'État de faire de cette loi l'instrument par lequel la part de l'économie sociale et solidaire dans l'économie en général aurait significativement cru. L'ESS pesait 10% du PIB en 2014, elle est toujours à peu près dans le même étiage. On n'a pas dans l'intervalle changé les indicateurs de richesse pour montrer que l'ESS, ce n'est pas uniquement une économie qui crée de la valeur économique, mais qu'elle a une contribution sociale, contribution démocratique qu'on peut être capable de mesurer et qui justifierait que le soutien à l'ESS soit plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc si un reproche doit être fait, c'est moins la loi elle-même, me semble-t-il, qu'aux différents gouvernements qui derrière n'ont pas fait de cette loi une loi qui aurait pu permettre un changement d'échelle de l'ESS. Néanmoins, on ne va pas être l'économie qui pleurniche, et moi je n'ai pas du tout l'intention d'être le représentant d'une économie qui pleurniche. On va au contraire s'appuyer sur les innovations sociales, les réussites de ce secteur, pour justifier qu'elle soit reconnue et traitée à la hauteur de son rang réel, c'est-à-dire de sa contribution réelle à l'économie, mais aussi à la cohésion sociale dans ce pays. L'ESS aujourd'hui, elle est reconnue comme un mode d'entreprendre, à gauche, bien sûr, à droite aussi. Il n'y a plus ces préventions à l'égard de l'économie sociale et solidaire qu'il pouvait peut-être y avoir dans le passé. Mais l'ESS, ça reste une manière de penser l'entreprise minoritaire, dans une culture dominante de l'entrepreneuriat qui croit à la lucrativité, croit que le pouvoir doit être dans les mains du capital principalement, là où l'ESS pense la non-lucrativité, ce qui ne veut pas dire perdre de l'argent, mais utiliser différemment les bénéfices, et juge que le pouvoir ne peut pas appartenir seulement aux détenteurs du capital. Donc ce modèle entrepreneurial, il a besoin de se faire de la place d'abord dans la tête des dirigeants économiques et politiques. Il y a une culture économique qu'il faut rendre plus diverse. Il faut favoriser le pluralisme dans la pensée économique et entrepreneuriale. C'est un travail devant nous. C'est pour ça qu'une des priorités que j'essaierai de défendre à la tête de l'ESS France sera de faire en sorte qu'à travers des médias de l'ESS, à travers une culture de l'ESS, on change la culture entrepreneuriale et économique dans ce pays et qu'on la change d'abord, pas seulement, mais d'abord dans les élites économiques et politiques qui restent quand même très conservatrices dans leur manière d'appréhender la création de richesses. Entre une grande banque mutualiste et une petite association de terrain qui a quelques employés, le fait qu'elles appartiennent ensemble à l'ESS peut paraître un peu anachronique. Pour autant, elles sont non lucratives, elles sont gouvernées démocratiquement et elles recherchent l'une et l'autre, même si c'est imparfait, à servir l'intérêt général. Donc il faut retenir d'abord cela. Et il y a indiscutablement depuis quelques années, en tout cas, une capacité des acteurs de l'ESS à parler ensemble bien davantage que dans le passé. On nage un peu moins chacun dans son couloir et il y a un agenda commun de l'ESS. Et moi, c'est cet agenda commun de l'ESS que je veux renforcer pour défendre les modèles non lucratifs, pour justifier que soient sanctuarisés des secteurs de l'économie, par exemple les services à la personne, quand ces personnes sont vulnérables, pour que ces services soient réalisés par ou des acteurs privés non lucratifs ou des acteurs publics, mais qu'on sorte les acteurs privés lucratifs du champ où les services sont rendus à des personnes vulnérables. C'est un exemple. Mais donc sur ces agendas-là, on peut retrouver tous les acteurs coopératifs, mutualistes, associatifs. Et je crois qu'ils ont tous conscience de l'importance de jouer ensemble, de se battre ensemble. Et je crois que c'est un des principaux atouts dans notre manche aujourd'hui. Moi, je suis ancien ministre en charge de l'ESS. Tout le monde connaît mes engagements politiques. Mais engagement politique ne veut pas dire engagement partisan. Le fait que je sois devenu président de l'ESS France ne place pas l'ESS France dans un camp partisan. Elle dit simplement que nous allons désormais jouer un rôle pour que l'ESS soit reconnu à la hauteur du rang qui est le sien, en termes de contribution à la création de valeur et en termes de contribution à la cohésion sociale. J'entends souvent les représentants de l'État dire, ou du gouvernement, il faudrait qu'on sache exactement quel est le poids ou la contribution de l'ESS. Eh ben, ce que j'ai dit et je répéterai, essayons donc une semaine sans bénévoles, essayons donc une semaine sans ESS, on va vite voir quelle est la contribution décisive à la cohésion sociale de ce secteur de l'économie. Et quand ce secteur de l'économie a une contribution sociale, une contribution écologique, en plus d'une contribution en termes de création de valeur au PIB
et d'emploi, il n'est pas normal qu'ils soient moins bien traités que l'économie conventionnelle. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va, voilà. Mon rôle, ce sera d'exiger des pouvoirs publics qu'ils musclent leur jeu plutôt qu'ils baissent la garde. C'est clair que si le budget que prépare le gouvernement, c'est un immense plan social, un gigantesque plan social dans le secteur associatif, ça se traduira par des services en moins en français, souvent des services qui sont indispensables dans leur vie quotidienne, dans le domaine de la culture, du sport, mais aussi des solidarités. Ma voix rejoindra celle de tous les acteurs associatifs, de tous les acteurs attachés aux solidarités, pour dire qu'il n'est pas acceptable que la réduction des déficits publics se fasse sur le dos des solidarités les plus élémentaires.